La suivante, s'il vous plaît. Voilà, aujourd'hui, nous parlons de maladies tropicales et de pauvreté depuis ce matin, avec impact sur les droits de la femme et de l'enfant. Et donc, on se demandait, est-ce que l'albinisme oculocutané pourrait être assimilé à une maladie tropicale négligée? Alors, oui, mais dans certains cas, par exemple, pour la pauvreté, je pense qu'on ne peut pas en parler, puisque ce n'est pas une maladie transmissible et épidémique. Donc, nous verrons les différents facteurs, justement, qui concernent les droits de la femme et de l'enfant. Et là, l'albinisme est bien sûr concerné, puisque généralement, la mère noire va donner naissance à un enfant blanc. Alors, le terme de maladie, très souvent, n'est pas utilisé pour l'albinisme oculocutané pour ne pas influencer le moral et le physique des sujets atteints. Donc, c'est une petite, comme l'on dit, entourloupette. Non, la précédente. Donc, par exemple, l'Association française des albinos Jeunes Espoirs parle de conditions génétiques. Une autre association parle d'anomalies génétiques. Mais il est vrai que lorsque l'on parle de maladies rares, l'albinisme oculocutané fait évidemment partie des maladies rares. Donc, ceci est une petite particularité. Alors, la naissance d'un enfant albinos de 2 parents, non, ne changez pas. Moi, je ne touche rien. Non. Vous inquiétez pas, ça vient de nous, hein, 1000 excuses. Attends, là, on ne vous entend plus. J'attends que vous changiez de diapositive. Voilà, la naissance d'un enfant albinos de 2 parents noirs, évidemment, a toujours été une énigme pour les populations africaines. Donc, généralement, lorsque les enfants albinos viennent nous consulter, puisque j'ai vu pas mal d'albinos pendant mon séjour au Cameroun, évidemment, ce sont toujours les mamans qui mènent les enfants albinos. Donc, il est assez rare de voir sur une photo le père, la mère et l'enfant albinos. Suivante. Alors, ce sont des croyances et des mythes qui impliquent toujours la mère concernant cette naissance anormale, et elle relève de la transgression d'un interdit. Alors, ces croyances et ces mythes se situent soit avant la grossesse, soit après la grossesse. Alors, soit des rapports sexuels au milieu du jour, des rapports sexuels pendant les règles, une infidélité de la mère avec un homme blanc, une divinité maligne qui se venge de la mère, qui arrive d'un albinos ou qui n'a de pas en avoir dans sa descendance, ou bien la mère a dormi avec un tokoloche, c'est-à-dire un esprit malveillant qui existe chez les Shona du Malawi. Suivante. Mes collègues anglaises qui s'intéressent beaucoup également à ces aspects de l'albinisme, Charlotte Becker de Lancaster University et Patricia Lund de l'Université de Coventry, ont donc publié un très bel article concernant ces mythes, concernant les peuples avec albinisme, puisque dans la littérature anglo-saxonne, actuellement, on parle de personnes with albinism, PWA. Donc, en Afrique du Sud et au Zimbabwe, il y a également des études dans la littérature francophone. Alors, ces mythes peuvent se situer également pendant la grossesse. La mère a touché un enfant albinos, la mère a avalé sa salive et n'a pas craché en voyant un enfant albinos. Donc, c'est le symbolisme salive, sperme et craché, éjaculé. Ou bien, ce qu'il y a de particulier, l'amour d'une mami wata pour la mère, c'est-à-dire la déformation africaine de l'anglais mami water, c'est-à-dire une sirène qui habite les eaux profondes des rivières, qui craint la lumière comme les albinos et qui n'apparaît aux humains qu'à la tombée de la nuit. Le fruit de leur passion avec les humains est la naissance d'un enfant albinos. Le rapport sexuel n'est pas obligatoirement nécessaire.
une femme fécondée peut voir son fœtus métamorphosé en albinos par une simple entrevue, c'est ce qui se passe au Congo. Le caractère hybride de la Mamiwata lui permet d'incarner une vision du monde négative ou positive, comme l'albinos, qui peut être paré de qualités bénéfiques ou maléfiques. La suivante. Alors, l'enfant albinos, une fois qu'il est né, bien sûr, est un authentique Africain blanc, mais il est généralement ressenti comme une créature humaine intermédiaire et inachevée, mi-homme, mi-dieu, pouvant faire le bien ou le mal, d'où les mutilations et les crimes rituels pour certains pays, comme Gris-Gris ou Talisman. C'est ce qui se passe dans une petite... Je crois que vous avez coupé votre micro, peut-être par inadvertance. Il faudrait juste recliquer sur l'icône du micro. Oui, excusez-moi. Ah, parfait, super. On vous a retrouvé. Merci beaucoup. L'enfant albinos, donc authentique Africain blanc, est ressenti comme une créature humaine intermédiaire inachevée, mi-homme, mi-dieu, pouvant faire le bien ou le mal, d'où les mutilations et crimes rituels pour utiliser certains organes comme Gris-Gris ou Talisman. Alors, Mwanza est une petite ville sur le bord du lac Victoria en Tanzanie, où les seules ressources, c'est la pêche évidemment dans le lac, et puis de rechercher des pierres précieuses dans les mines. Évidemment, pour cela, il faut avoir de la chance, et à ce moment-là, les albinos sont pris et sont souvent mutilés, et leurs organes sont censés porter chance. Alors, Nez blanche de parents noirs, voilà un petit livre qui a été écrit par une albinos du Cameroun, Anne-Cécile Mocteau. Elle ne ressemble pas beaucoup à un albinos, on dirait évidemment une européenne, mais je vous précise qu'elle est bien albinos. Et elle a écrit un très joli livre parce qu'elle a quitté le Cameroun pour fuir un petit peu la famille et la société qui lui voulait du mal. Et donc, elle est allée en Belgique et actuellement, elle a fait, comme l'on dit, son chemin. Et elle a écrit ce livre, disons, pour que ces petits enfants albinos ou les parents des enfants albinos puissent lire ce type de livre pour adopter leur comportement en fonction des enfants albinos. On appelle également ces albinos des nègres blancs, et il y a un très joli livre qui a été écrit par un ancien ambassadeur de France à Maputo, au Mozambique, où là, lorsqu'un enfant albinos naissait, il fallait absolument aller le noyer, le tuer donc, puisque c'était un être anormal, et c'était une grande cérémonie parce que la mère devait aller avec toute la communauté féminine dans le lac, dans la mer, donc puisque Maputo est au bord de mer, et donc pour noyer l'enfant. Et donc la mère, ne voulant pas tuer son enfant, s'échappe dans la forêt, et donc c'est une histoire qui est très jolie. La suivante, s'il vous plaît. Alors évidemment, la naissance d'un enfant albinos de parents de peau noire actuellement s'explique par la génétique normale et puis aussi par la génétique moléculaire. En effet, c'est une affection autosomique récessive, donc autosomique, donc ça veut dire que les enfants atteints peuvent être aussi bien les garçons que les filles, à peu près 50%, et cela suppose que les parents noirs soient ce que l'on appelle des porteurs sains ou des hétérozygotes, et qui sont porteurs d'un gène normal grand N et d'un gène albinos récessif petit a. Donc, d'après le croisement des deux hétérozygotes suivant la loterie mendélienne, il y a un quart de chance pour qu'un enfant albinos homozygote AA naisse, un quart de chance pour qu'un enfant noir normal NN naisse et deux enfants noirs hétérozygotes NEA. Et c'est comme cela que le nombre d'hétérozygotes va être très important, et plus le nombre de sujets hétérozygotes est important, plus le nombre d'enfants albinos est statistiquement important à naître. La suite. Alors, juste deux petits aspects sur l'albinisme oculocutané. Donc, comme son nom l'indique, il y a des aspects oculaires et des aspects cutanés.
Alors, les aspects oculaires, les albinos sont caractérisés par une photophobie importante puisqu'ils craignent le soleil, donc ils ferment les yeux, ils clignent des yeux. Ceci est dû à une absence de mélanine. Ils ont une faible acuité visuelle, ceci est dû à une hypoplasie de la fovea. Et comme vous voyez, très souvent, les albinos, enfants mais aussi adultes, doivent porter des lunettes correctrices. Un signe caractéristique de l'albinisme oculocutané, c'est le nystagmus, c'est-à-dire le déplacement des yeux d'une façon saccadée, horizontale de gauche à droite et qui est constante. Et puis, bien sûr, comme il y a une absence de mélanine, les iris sont bleu-gris, puisque vous savez que le bleu n'est pas une véritable couleur, mais dû simplement à une réfraction des rayons lumineux. La suite. Les aspects cutanés, évidemment, c'est important. Peau blanche crème, donc vous voyez cet enfant avec une peau blanche, mais également les poils et les cheveux. Par contre, les poils et les cheveux sont blonds, comme vous pouvez le constater. Ceci est dû au fait que si la mélanine la plus connue que l'on appelle le mélanine est brun-noir, il existe également une mélanine jaune que l'on appelle la phéomélanine, et la phéomélanine, elle, est conservée. Et donc, c'est la raison pour laquelle elle colore les cheveux en jaune. Alors, le problème de cette peau blanche, bien sûr, c'est la sensibilité aux rayons du soleil. Et vous savez que dans les zones tropicales, le soleil, évidemment, est très actif. Et donc, on va avoir, s'il n'y a pas de prévention solaire, 3 stades. Le stade de coup de soleil en médecine, érythème solaire. Et puis, si l'érythème solaire n'est pas calmé, il va y avoir le deuxième stade qui est la kératose actinique, c'est-à-dire l'épaississement de l'épiderme avec production de kératinocytes pour essayer de protéger les cellules basales. Et puis malheureusement, le troisième stade, le plus grave, c'est les cancers de la peau ou les épithéliomas. D'où une importance de la prévention solaire pendant toute la vie, évidemment par des crèmes solaires, mais ceci pose de gros problèmes parce qu'il faut en passer tous les jours et cela revient cher. Et les autres formes de protection, en particulier pour la face, c'est le chapeau, le parapluie ou tout autre moyen de protection. Suivante. Alors les cancers de la peau, évidemment, se développent au niveau des parties de la peau qui sont exposées au soleil et qui ne sont pas ou peu protégées, donc oreilles, nez, joues, front, crâne. Vous voyez donc différents types de cancers, peu évolués et beaucoup plus évolués. Et voici à gauche un guide pratique sur la prévention des cancers de la peau chez les albinos qui a été édité par une association d'albinos africains camerounais. Donc c'est un problème, c'est le problème le plus important qui nécessite une prévention et malheureusement lorsque le cancer apparaît, un traitement rapide, très souvent chirurgical au début et puis ensuite malheureusement par radiothérapie ou chimiothérapie, mais cela revient cher et tous les albinos n'ont pas la possibilité de se traiter. La suivante. Alors une particularité de la peau que chez certains albinos en Afrique subsaharienne, et je pense que beaucoup d'entre vous ont séjourné en Afrique et ont pu observer les albinos, c'est la possibilité que chez certains d'entre eux, il y ait des taches pigmentées que l'on appelle dans la littérature anglo-saxonne les dendritic freckles, parce qu'elles ont un aspect de neurones, de dendrites. Et donc, dans cet albinisme oculocutané, on peut distinguer 2 phénotypes, donc ceux qui ont des dendritic freckles, DF+, et ceux qui n'en ont pas. Alors, ces taches pigmentées ont la particularité d'apparaître seulement à l'âge de 8-10 ans, et donc on pense que l'apparition est due à un effet du soleil. On ne sait pas encore comment, mais on pense que peut-être chez les albinos, il existe dans les mélanocytes de la peau un mosaïcisme, c'est-à-dire qu'il existe des molécules avec un gène muté et des molécules avec un gène normal, et que sous l'action du soleil, peut-être que le gène muté reviendrait à la normale. Et à ce moment-là, la pigmentation reprendrait, mais reprendrait seulement
dans certaines proportions et non pas sur toute la peau. Alors, en général, on a observé que tous les albinos qui ont un phénotype DF+, ne présentent pas de cancer de la peau. Et j'ai pu observer, disons, un cas extrêmement rare à droite où vous voyez que malgré ces taches pigmentées, eh bien, ce sujet ou cette dame a quand même un cancer de la peau. La suivante. Alors maintenant, si nous parlons du point de vue protection, une date importante, c'est 2008. Donc 2008, c'est là où les amputations et les crimes en Tanzanie et au Burundi ont été rapportés par la presse écrite et parlée au niveau international. Jusqu'alors, malheureusement, tous ces faits d'agression, de meurtre, d'amputation restaient localisés dans les pays et n'étaient pas répandus, rapportés au niveau international. Là, en 2008, il y a eu de nombreux sujets, de nombreuses émissions télévisées, de nombreux articles de journaux concernant le fait que des pays comme la Tanzanie à droite, et vous voyez au bas du lac Victoria la petite ville de Mwanza, à gauche vous voyez le Burundi, où il y a eu également beaucoup d'atteintes, et puis dans la République démocratique du Congo également. Donc vous voyez, dans l'Express France, la Tanzanie suspend les guérisseurs. En effet, les guérisseurs utilisaient des organes d'albinos pour des exercices traditionnels. La suivante. Voilà encore d'autres articles de journaux. Et là, il faut signaler le rôle primordial joué par une association canadienne, Anders Simpson, et son président Peter H, auprès du président de la Tanzanie et des organisations internationales, l'ONU et bien sûr l'UNESCO. Donc voilà trois petits articles de journaux où vous voyez Noir albinos, une malédiction. On voit une petite albinos qui marche, qui se tient sur des cannes, car malheureusement, elle a été amputée. Ceci se passait au Burundi. Et le Burundi a été un pays assez spécial parce qu'il a décidé, au moment de ces meurtres et de ces agressions, eh bien, de rassembler les albinos dans une école, dans plusieurs écoles, bien sûr, de villages, et cette école était gardée par la police. Et donc, c'est comme ça que l'on a pu, petit à petit, disons, conserver la vie de nombreux albinos. Vous voyez que même Interpol a été mise en action pour diriger une action conjointe pour mettre fin à ces actes de barbarie, comme l'a confirmé la police tanzanienne. Et puis, dans un article sur Afrique Magazine, vous voyez le titre « Le soleil tue les albinos puisqu'ils développent des cancers de la peau, mais les hommes aussi ». La suivante. Alors maintenant, des dates importantes au niveau mondial et au niveau de l'ONU et de l'UNESCO, c'est la suite de ces dispositions au niveau national. Donc en 2013, il y a eu une résolution au sujet des agressions et des discriminations contre les albinos. L'année d'après, en 2014, l'Assemblée générale de l'ONU a proclamé le 13 juin Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Et le 13 juin 2016, il y a eu la première journée organisée au siège de l'UNESCO à Paris par la direction Afrique. Donc, vous voyez le programme Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme avec ces jolis petits albinos avec leurs confrères noirs. Alors, il y a eu lors de cette journée 4 interventions. Il y a eu un panel des scientifiques qui ont fait le point sur l'albinisme. Il y a eu excusez-moi. Il vous reste peu de temps. Hein. Il y a eu une exposition de photos sur les albinos et un film sur des chirurgiens espagnols qui sont allés soigner les albinos en Tanzanie. La suite.
Alors également, il a été nommé une experte indépendante pour le Conseil des droits de l'homme sur l'albinisme. Vous voyez que cette jeune albinos est une albinos qui est vraiment très importante et qui est vraiment joyeuse. Sa mère, lorsqu'elle est née, lui a dit « c'est Dieu qui l'a voulu ». Donc elle travaille avec les États et elle essaie de démystifier l'albinisme. La suite. Rôle primordial évidemment joué par les associations africaines et autres qui ont pour but de réunir albinos et parents, informer sur la nature de l'albinisme et sur la protection solaire. Alors en 1994, la première association a été créée par l'albinos Salif Keïta. Actuellement, c'est une autre association, Solidarité pour l'insertion des albinos du Mali. En 1998, à Yaoundé a été créée l'Asmodisa, une association pour défendre les intérêts et la solidarité des albinos. La suite. Important, bien sûr, les États-Unis, puisque à cause de l'importance de la communauté afro-armoricaine, de nombreux albinos afro-américains ont été décrits. Et vous voyez que cette organisation porte l'acronyme de NOAA pour National Organization for Albinism and Hypopigmentation. Et cet article a été écrit en 1983 par une sommité de l'albinisme, le professeur Cal Whitcomb, qui était de Minneapolis, dans le Minnesota. Alors, pour ne pas oublier nos collègues anglais, vous voyez qu'également, il y a des associations d'albinos au Malawi, en Zambie et en Côte d'Ivoire également. Et là, je voudrais signaler l'importance de la Fondation Pierre Fabre qui vient en aide aux albinos pour fabriquer des crèmes localement. La suite. Il faudrait terminer parce que vous êtes en train de dépasser votre temps. Voilà. Donc, pour terminer, un petit mot des différents types d'albinisme oculocutané d'après la génétique moléculaire. L'albinisme de type 1 est dû à l'inactivité de la tyrosinase, l'enzyme qui catalyse la première étape de la biosynthèse de la mélanine. Elle est exceptionnelle chez les Africains. 3 cas ont été décrits chez les Afro-Américains. Et le sujet que vous voyez là est un sujet camerounais que nous avons publié en 2008. Et vous voyez que contrairement aux autres Africains, il a des cheveux blancs et non pas des cheveux jaunes. L'albinisme oculocutané de type 2 est dû à l'inactivité de la protéine P, qui est située comme la tyrosinase dans la membrane de mélanosome et qui régule la mélanogénèse. Donc, c'est le type le plus répandu et toutes les photos que vous avez vues auparavant sont généralement des albinismes oculocutanés de type 2. Il existe encore 14 types d'albinisme que je ne vous détaillerai pas, bien sûr. Conclusion. Voilà, le sujet albinos est physiquement normal, comme vous le voyez, en dehors de ses problèmes visuels et de peau, mais socialement, il est encore l'objet de nombreuses discriminations totales. Donc, on peut dire maladie tropicale et pauvreté pour l'albinisme, oui et non. Oui pour la maladie tropicale, non pour la pauvreté. Impact sur les droits de la femme et de l'enfant, droits économiques, sociaux, culturels, oui, nous l'avons vu. Droit à la santé individuelle et collective, oui, et en particulier la gratuité de la prise en charge. Donc, tous ces aspects économiques, sociaux, culturels et de santé sont en partie pris par l'État, les ministères de la Santé, de l'Éducation et des Affaires sociales, par les associations et par les fondations. Je vous remercie de votre attention. Eh bien, merci pour cette présentation très complète sur les albinos. Je ne vois pas de bras levés dans la salle. Je pense que M. Alain Epelboin est prêt à faire des remarques sur l'albinisme. Non, non, c'est un coup de faiblesse, là. On a des questions dans le chat, Pierre, peut-être. Peu d'adultes albinos sur les photos présentées. L'espérance de vie des albinos est-elle inférieure à celle de la population générale? Vous m'entendez? Oui, on vous entend toujours. Alors là, au départ, puisque j'ai vécu 5 ans au Cameroun, donc j'ai constaté que la durée de vie semblait beaucoup plus faible. Mais en fait, généralement, après j'ai vu beaucoup d'albinos qui vieillissaient, entre parenthèses, très bien, en particulier ceux qui n'étaient pas atteints de cancer cutané.
Donc, ce qui tue l'albinos, c'est le cancer cutané. Donc, généralement, malheureusement, ces cancers cutanés peuvent se développer dans un jeune âge, un âge moyen ou un âge tardif. Donc, tout dépend de la protection qui a été utilisée depuis la naissance. En effet, depuis la naissance, il faut que les parents sachent qu'il faut protéger les enfants du soleil. Parfait. Alors, on n'a peut-être pas le temps de prendre toutes les questions. Une autre question dans les pays francophones, il existe peu d'études, manifestement. Qu'en est-il de la stigmatisation des femmes dans les pays africains francophones? Il n'y a pas de stigmatisation, disons, vous parlez des mères d'albinos, pas sur les femmes albinos. Alors, j'ai pas en tout cas, la question est, effectivement, je lis la question telle qu'elle. Hein. Voilà. Qu'en est-il de la stigmatisation des femmes dans les pays francophones de l'Afrique? Alors, actuellement, les mères d'albinos qui sont toutes prises en charge, enfin, souvent prises en charge par des associations, savent maintenant que l'albinisme, bon, ben, c'est un phénomène génétique et donc elles ne sont pas stigmatisées. Quant aux femmes albinos, eh bien, elles vivent leur vie tout à fait normalement. Évidemment, elles ont souvent des problèmes de vision comme les garçons. Et justement, pour montrer que les femmes albinos sont également jolies en général, eh bien, l'Association des albinos du Cameroun crée chaque année l'élection de Miss Albinos. Et effectivement, il y a des Miss Albinos qui sont très jolies.